Donc, avant de donner la parole à Patrick, peut-être juste présenter Patrick. Donc, Patrick a un baccalauréat, une maîtrise en physique ainsi qu'un doctorat en sciences d'environnement de l'UQAM. Il a été postdoctorant à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il travaille à Ouranos depuis 2011 comme spécialiste en sciences du climat et en services climatiques. Il est aussi professeur associé au centre ESCAR à l'UQAM, c'est-à-dire le centre d'études et de la simulation du climat à l'échelle régionale à l'UQAM et impliquant aussi les universitaires de d'autres universités. Et donc, Patrick, je te laisse la parole là, pour faire ta présentation. Je présume que tu vas partager ton écran très bientôt. Ouais. Je vais attendre. Est-ce que tu peux me confirmer, Alain, qu'on voit bien ma présentation? Je vais passer en On mode la, diaporama. on la voit bien, on te voit passer en mode diaporama. Oh, c'est lent. Allez. Laisse-la Oh, passer. parfait. Oui, Donc, tout y est. OK, c'est excellent. Donc, d'abord, je remercie Alain qui vient de m'introduire pour l'invitation à parler de l'Atlas climatique du Bénin. Donc, ce ne sera pas une présentation de la même envergure que celle que M. Ratabi vient de faire, puisque il s'agit de parler en fait d'un document spécifique. Je vais au préalable introduire le projet dans lequel ça s'inscrit, mais plutôt brièvement, l'emphase va vraiment être sur le document, la classe climatique du Bénin. Mais avant toute chose, j'ai cru bon introduire le sujet en allant directement sur des notions climatiques. Donc, je voulais vous présenter un survol des climats du Bénin. Donc, le Bénin, bon, est au sud du Sahara, en Afrique de l'Ouest, sud saharienne, donc au sud du Sahel. En fait, la partie là, tout au nord, on parle de climat semi-désertique, sec et chaud. Très près des côtes, certaines zones pourraient être qualifiées de climat tropical de mousson, mais la majeure partie du pays, je crois que les mots-clés pour le décrire, ce serait un climat tropical de savane avec hiver sec. Donc, je prends ici les mots de la classification des climats mondiaux de Köppen-Geiger. Si je vous apporte sur la carte, la mosaïque de cartes mensuelles qu'on a ici à droite, mais on voit que dans le fond, pour n'importe quel mois et pour n'importe quel endroit au Bénin, en fait, les températures ne baissent les températures moyennes ne sont jamais en dessous de 23-24. Donc, on parle d'un climat assez chaud. Et vous voyez dans le nord, pour le mois de mars, avril, mai, des températures moyennes en haut de 33. Donc, ici, c'est notre seuil pour les canicules. Donc, là-bas, c'est les températures moyennes. Donc, bref, climat beaucoup plus chaud qu'au Québec, si je le positionne relativement au Québec. Et puis, bon, il y a un phénomène très marquant au Bénin, évidemment, la mousson, donc qui affecte en fait tout le pays, là. Les descriptions là, qui circulent dans la communauté climatologique au Bénin parlent souvent de régime unimodal pour la majeure partie du pays, c'est-à-dire qu'on a une seule grande saison des pluies qui s'étale environ de mars à mai, là, de mars-mai jusqu'à octobre. Il y a de la variabilité d'une année à l'autre, évidemment. Mais près des côtes, il y a une petite zone où on parle plus d'un régime bimodal parce qu'on a une première grande saison des pluies, elle est dite comme ça, la grande saison des pluies de février-mars à juillet. Ensuite, on a une petite saison sèche au mois d'août et on repart pour une petite saison des pluies en septembre-octobre. Fait qu'on voit là sur la mosaïque des cartes mensuelles, ici, on voit la bande de pluie là, plus intense là, qui commence en gros, là, ça dépend évidemment des endroits au pays, mais qui va de mars à septembre-octobre. Et on voit que novembre, décembre, janvier, février, on voit qu'on a l'hiver sec auquel fait référence la classification de Köppen-Geiger que je vous ai introduite précédemment. Maintenant, je vais parler du projet dans lequel s'inscrit cet atlas. Bon, c'est un projet qui avait beaucoup de volets là, au-delà de juste construire un atlas. C'est le projet Mieux comprendre, mieux s'adapter, projet de renforcement de la résilience des communes de Ouidah et d'Angbo au sud du Bénin. Vous verrez l'acronyme MCMA sur quelques diapos. Ça fait référence Mieux comprendre, mieux s'adapter. Donc, c'est le nom du projet. Donc, un projet qui s'est déroulé essentiellement de 2018 à 2020, qui a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. La mise en œuvre, ça a été fait par Oxfam Québec avec des partenaires de mise en œuvre locaux que sont les ONG Credel et IDID.
Il y avait un partenaire technique local, Météo Bénin, un partenaire technique québécois qui était nous, à Ouranos. Le secteur d'adaptation prioritaire, c'était l'agriculture. Donc, il y a eu ce qu'on appelle des filières qui étaient visées de façon prioritaire, donc le maïs, le manioc, le riz, ainsi que les cultures maraîchères, tomates, piments, oignons. Les risques qui étaient visés, des exemples, ce qui étaient visés principalement, sécheresse, inondation, la notion de bouleversement du calendrier agricole aussi. On parle de 1455 Béninoises et Béninois là, qui sont bénéficiaires directs de ce projet-là. La façon dont ils sont bénéficiaires, ce sont des volets du projet dont je ne parlerai pas dans cette présentation qui focus sur le document de la classe climatique du Bénin, mais c'est ce nombre-là là, de personnes qui sont directement bénéficiaires. Et puis, de façon plus indirecte, on parle de 180 000 personnes qui bénéficient du projet. Donc, un projet d'une grande ampleur, piloté par Oxfam Québec. Le lieu de la diffusion, bon, je regrette de ne pas avoir mis une carte qui situe le Bénin dans l'Afrique de l'Ouest parce que ce n'est pas tout le monde, peut-être au Québec, qui le sait. Donc, mais je crois que plus tard, je vais avoir une carte là, qui nous positionne, mais on est au nord du golfe de Guinée. Et puis, vous voyez la zone visée par le projet, là, les deux communes visées en priorité, Ouida et Dangbo. Vous voyez là sur l'Ancor à gauche, là, où ça se situe dans l'Ancor, et l'Ancor, vous voyez, c'est près des côtes là, dans les deux cas. Relativement près des côtes dans les deux cas. Donc voilà la zone où on se situe. Maintenant, bon, je vais aller directement dans le cœur du sujet, qui est le document qu'on a nommé ici plusieurs fois. Bon, je suis moi-même l'auteur. Des collaborations très importantes. D'abord, Caroline Mayou d'Oxfam Québec, Édouard Akpimfa d'Oxfam au Bénin, qui ont coordonné là, diverses facettes de ce projet-là et l'harmonisation de l'Atlas avec le reste du projet. Mais aussi, je l'ai souligné, évidemment, la collaboration de Médard Noukpo Agbazo. C'est toute une chance, en fait, que Médard a été dans les murs d'Ouranos de 2016 à 2018. Je crois il faisait une maîtrise avec moi-même, en fait, avant de retourner faire un doctorat au Bénin. Et donc, il connaissait bien les enjeux de scénarisation climatique, tout ce qui concerne l'ajustement de biais. Et il était au Bénin, donc c'est un climatologue établi qui est au Bénin. Donc, il connaît bien, évidemment, le climat de son pays. Donc, il apportait des connaissances que moi, je n'ai pas. Là, j'ai passé 5 jours au Bénin, donc je suis l'expert en climatologie, mais il y a des connaissances locales, évidemment, que je n'avais pas. Et c'était nécessaire d'avoir quelqu'un qui peut faire le travail de validation de l'information qui est présentée. Et je peux dire qu'il a fait tout un travail à cet égard parce que vous allez voir qu'il y avait un grand nombre de cartes et de types d'informations à valider. On a eu des réviseurs scientifiques, Diane Chaumont, Yannick Rousseau, que je remercie aussi d'avoir pris leur temps pour réviser le document. Il y a des organismes partenaires de mise en œuvre et techniques que j'ai déjà nommés, Credel, IDIL, Météo Bénin. Le design graphique fait par marleneb.com. Il ne faut pas négliger ce travail-là parce que le document est beaucoup plus attractif maintenant qu'il est passé dans les mains de Marlène que lorsqu'il sortait de mon propre ordinateur. Donc voilà, je remercie tous ces gens-là. Et en fait, de manière peut-être plus large, je tenais à saluer tous les gens du Bénin qui sont en ligne avec nous ce matin. Je sais qu'il y a des gens de d'autres organisations que celles qui sont ici nommées. Et ces organisations-là, certaines d'entre elles, on va y référer plus tard. Donc, je vous salue et je remercie tout le monde pour les différentes manières par lesquelles les gens ont participé à ce projet-là, ce projet d'Atlas, parce qu'il y a beaucoup plus que les noms qui sont ici montrés, qui ont eu un rôle à jouer en bout de ligne. Bon, l'objectif de l'Atlas, les objectifs étaient donc doubles. La première, c'était de fournir de l'information, disons, quantitative sur la situation climatique au Bénin. On voulait que ce soit une information qui soit susceptible d'être utile là, dans la prise de décision très concrètes relatives à l'adaptation au changement climatique. On visait certaines filières agricoles que j'ai nommées tantôt. Mais il y avait un deuxième aspect aussi qui était après le renforcement des capacités d'adaptation. On voulait aussi faire du renforcement des capacités en scénarisation climatique. Donc, communiquer là, les différents défis méthodologiques impliqués dans la construction de scénarios climatiques.
Donc, on jouait vraiment à deux plans avec sur deux plans avec ce document-là. Donc, décrire maintenant sa nature, j'ai trouvé que c'était plus simple de dire ce qu'il n'est pas que plutôt ce qu'il est. En fait, bon, c'est un peu un hybride entre, c'est ni un article scientifique ni un rapport parce qu'on ne rentre pas dans tous les détails de justification méthodologique comme dans un article. C'est pas non plus un rapport parce que on voulait pas que ça se lise là, avec toute la lourdeur habituelle là, d'un rapport. Mais c'est pas non plus un atlas géographique là, où chaque page est un petit peu, l'information dans chaque page est évidente par elle-même. Là, on est un peu vraiment un hybride entre un atlas traditionnel géographique et un rapport, un article. Il y a quand même des éléments de texte qui sont là. Ce n'est pas non plus un atlas agroclimatique. Pardon, j'y reviendrai sur cette notion-là. Ça devait au début être un atlas agroclimatique, mais pour certaines raisons, on l'a renommé à la fin atlas climatique et j'y reviendrai à la toute fin sur cet élément-là. Et ce n'est pas non plus un outil lié à la prévision saisonnière. Donc, évidemment, la prévision saisonnière dans un lieu aussi fortement marqué par la mousson. C'est une préoccupation majeure, donc il fallait dans nos échanges, dans notre communication de ce document-là, que ce soit clair, là, qu'on parlait ici de changements là, qui s'en viennent à long terme, dont 30 ans et plus. Donc, pour enlever les attentes, là, pour pas que les gens s'attendent à ce que ce soit un document qui puisse les aider pour l'adaptation nécessairement là, dans les 3 mois à venir. Donc, ça peut concerner aussi, ça recoupe la prévision saisonnière d'une certaine façon, les thématiques se rejoignent, il y a des liens à faire, mais ce qui est visé de façon prioritaire, c'est l'échelle de temps climatique. Donc, une diapo ici sur des extraits du GIEC. Donc, quand on se lance dans la confection d'un atlas climatique en zone de mousson, la première chose à faire, c'est peut-être d'aller voir un peu la littérature, ce qui se fait, ce qui se dit sur la zone de mousson. Et la première chose qu'on apprend, c'est que le défi va être grand parce que les extraits ici, je vous mets en rouge peut-être ce qui est clé là, qui sort de là. Donc, on voit low confidence in projections of un certain impact sur la mousson. On voit vraiment low confidence qui ressort. Disparity between the best and the poorest models is large. Il y a quand même, pour ce qui est des zones de mousson en général, le GIEC identifie quand même un résultat global. Là. Il y a quelque chose de global qui ressort, à savoir que le régime de mousson, les pluies du mois devraient devenir plus intenses et il y a une base physique à ça. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'humidité. Donc, c'est un résultat. C'est un résultat global, si on peut dire, sur les zones de mousson, mais quand on veut rentrer dans du détail régional ou local, là, les choses sont plus compliquées parce qu'on n'est peut-être pas rendu avec les outils là, de prévision à la capacité à dire, bon, pour telle zone précisément, les températures vont augmenter de temps et le régime de mousson va être modifié de telle ou telle façon. Donc, quand on arrive, c'est ça, dans une plus petite zone, et le Bénin est géographiquement parlant, là, pays qui occupe évidemment une petite zone. C'est pas facile d'avoir des conclusions fermes et on verra là qu'est-ce qu'on a comme conclusion plutôt ferme et par rapport à quoi on a pas beaucoup de conclusions tangibles, là, si on peut dire. La structure de l'Atlas maintenant, mettre la table des matières, c'est peut-être la façon la plus simple de dire ce qu'on a. Le cœur de l'Atlas, c'est vraiment ce que j'ai entouré ici en vert, là, les sections indice thermique, indice pluviométrique et dans une moindre mesure indice hydrique, parce que là, on a les grandes collections de cartes. Là, donc, on verra 84 pages de cartes, une après l'autre. Donc, c'est vraiment le cœur de l'Atlas. Mais avant ça, il y a des notions, il y a des sections, je dirais, préparatoire dans le sens où ça explique une partie de l'information qu'on y retrouve, mais les sections de cartes sont vraiment faites pour être quand même le plus possible auto-évidentes. C'est-à-dire que si on ouvre l'Atlas, on va directement sur la section thermique, on devrait, avec l'information qui est là, comprendre de quoi il en retourne, mais il y a des notions préalables qui sont quand même intéressantes pour un approfondissement. Et après, il y a des notions encore plus techniques là, qu'on a refoulées dans le fond de l'Atlas parce que c'est quand même inévitablement technique et ça s'adresse peut-être à une sous-partie du lectorat potentiel de l'Atlas.
Ici, vous voyez une carte, puis je profite de cette diapo-là pour vous montrer un peu un petit truc là, de vulgarisation qu'on a utilisé à travers la classe pour un peu réduire là, la longueur du texte quand on avait un nouveau type de graphique ou de carte qu'on introduisait. On utilisait souvent là, cette façon-là de décrire ce qui s'en vient. Donc, mettre un petit icône de pad vert avec l'exemple et aller avoir directement des petites boîtes avec des flèches qui disent directement de quoi il en retourne là, de tel élément. Et ça permettait, quand on arrivait dans les éléments de texte, de directement référer à des choses comme code de carte, tuile, unité, sans avoir à faire des longues phrases. Donc, ça nous a sauvé beaucoup de texte. Et puis, l'information qui décrit une figure représentative d'un lot de figures est directement mise sur la figure. Donc, je crois que ça a beaucoup simplifié là, les choses. Alors voilà, c'est ce qu'il y avait à dire sur cette diapo-là. J'arrive maintenant sur peut-être une synthèse des cartes qu'on a là avant qu'on rentre dans d'autres exemples de cartes. Là, une synthèse, il y en a beaucoup. Bon, on avait un certain nombre d'indices qui avaient été identifiés par un processus participatif qui a eu lieu au Bénin, donc piloté, je pense, par Édouard, mais par Édouard Akpinfa, que j'ai nommé là, dans les collaborateurs principaux. Sans doute d'autres personnes aussi qui ont piloté avec Edouard. Donc, j'ai peur d'oublier des gens ici, mais je sais qu'Edouard est impliqué. Et d'autres organisations aussi, Oxfam, Edouard est à Oxfam au Bénin. Il y avait aussi des partenaires de mise en œuvre, IDID et le CREDEL. Il y avait des acteurs étatiques. Il y avait un centre de recherche aussi, pour ce que j'en sais, qui est impliqué. Donc, un grand processus. Et puis, ce qui a été issu de ça, c'est que, voici, il était demandé d'avoir 4 indicateurs thermiques, des indicateurs pluviométriques aussi, des indicateurs hydriques, donc qui concernent l'évapotranspiration potentielle et le bilan hydrique. Donc, je ne vais pas y aller un à un parce que je vais revenir dans un premier temps sur les thermiques et ensuite les pluviométriques. Je voulais juste ici montrer les catégories d'indicateurs. Et là, bon, si on veut un atlas climatique, c'est important de couvrir quand même le climat de référence à partir duquel on part, là, et c'est le climat de la réanalyse ERA5, j'en reparlerai pour 1981-2010. Certains indices, de par leur nature, là, sont seulement annuels, donc il fallait montrer l'information annuelle. L'information mensuelle est plus pertinente, évidemment, parce que des fois, je veux dire, une moyenne sur une année, il n'y a aucun moment où on est en train de vivre la moyenne annuelle, là, donc on est plus en train de vivre ce qui se passe dans un mois, donc il fallait aussi montrer l'information mensuelle. Après ça, bon, les projections, il y avait 2 périodes qui avaient été ciblées, 2011-2040, 2041-2070. On ne veut pas présenter des projections, là, une seule valeur pour les projections, donc c'est le standard là, pour reconnaître qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les projections. C'est le standard que de montrer un intervalle. Donc ici, couvert là, du 10e au 90e centile. Je reviendrai sur ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, ça démultiplie les cartes là, assez rapidement, surtout que pour chaque mois, il y a au fond 12 cartes. Là, fait que ça fait 84 cartes, 84 pages de cartes. Mais si on décline un peu là, les mosaïques mensuelles, ça fait au total 381 cartes. Fait que ça fait beaucoup d'informations. Fait qu'à un moment donné, ça devenait même un enjeu de logistique là, parce qu'il y avait tellement de cartes que ça amenait quasiment des risques d'erreur dans la manipulation là, entre moi et l'expert local et entre moi et notre graphiste qui devait assembler tout ça. Donc, on a adopté à un certain point, un code de carte qu'on écrivait directement sur la carte, autant pour la confection de la classe que pour après ça, quand on consulte la classe, on ne peut pas toujours mettre le titre complet, on met un titre succinct. Donc, ça permet avec le code de référer à une liste qui est ailleurs pour aller voir le titre plus complet, plus vraiment détaillé qui réfère à la carte. Donc voilà, donc c'est ça, vous avez ici la synthèse des cartes. Les cartes ont toutes à peu près le même aspect, c'est-à-dire que c'est tout le temps cette zone-là qui a été présentée. On ne voulait pas trop, ça prenait des repères évidemment, là, donc, mais on ne voulait pas trop interférer avec l'information de nature climatique. Donc, on s'est limité là, aux frontières nationales.
On a dézoomé un peu du Bénin quand même pour avoir un contexte autour, là, un peu la mer au sud et puis un petit peu le contexte des pays limitrophes. Et puis, on a mis nos repères géographiques. On en a 6 ici: Cotonou, Boïcon, Savet, Paracou, Natitingou, Candie, qui sont les 6 communes qui possèdent des stations synoptiques. Donc, on s'est limité à ça pour ne pas trop surcharger la carte. Les gens, évidemment, là-bas savent se positionner par rapport à ces villes-là. Donc, le territoire, c'est 532 pardon, tuiles d'Era5, mais en fait, il y en a 208 qui couvrent le pays. Donc, vous voyez ici la représentation de l'altitude. Donc, vous voyez le niveau de détail avec la résolution qu'on a là. Vous voyez aussi que dans l'univers ERA5, l'univers de la réanalyse qu'on a utilisé là, comme étant notre représentation du climat de référence, eh bien, vous voyez la fraction de terre comme ça. Vous voyez quel type de représentation des lacs et de la mer on peut avoir. Et ça a apporté un problème qu'il faut dire, travailler avec cette grille-là, parce que Cotonou tombe dans un point qui est essentiellement maritime, donc qui est à 82 maritime. Donc, on va le voir plus tard, ça fait en sorte que le climat de référence il est trop tempéré par rapport à ce qu'on retrouve à la station. Donc, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre là, si on veut de l'information près des côtes. Là, le découpage fait ça. C'est une conséquence avec laquelle il faut vivre. Bon, climat de référence. Donc, on est parti avec je vais accélérer, 11h22. Donc, on avait identifié, on a fait une présélection avec 2 candidats, donc 2 réanalyses américaines de la NOAA, CFSR, réanalyse de l'ECMWF, ERA5. L'une est à 28 km de résolution, l'autre à 35. Et ensuite, considérant divers critères, c'est ERA5 qu'on a retenu. Bon, j'aurais aimé évidemment, il existe plus de produits de référence sur grille potentielle que ces deux-là. L'idéal, c'est toujours de tout prendre ce qui existe, mais en service climatique, on se rend compte qu'avec le temps, il y a beaucoup de produits, ça se démultiplie les produits, donc à un certain point, on ne peut pas non plus tout le temps, on ne peut pas tout le temps faire une exhaustive de tous les produits. Donc, on avait certains critères qu'on s'est mis. Là, la résolution spatiale, c'en était un. La réputation des produits, notre connaissance aussi déjà qu'on a à l'interne au Ranos. Les deux qu'on avait là, en finale, si je puis dire. Bon, l'inspection visuelle de divers aspects géographiques. Donc, Médard pouvait se prononcer, notre expert local, à savoir, bon, l'altitude, je crois que c'est mieux représenté dans tel produit, tout ça. La fraction terre-mer, j'ai montré une limite là, pour ce qui est de l'utilisation des RA5, mais CFSR, c'était pire en fait. Donc, aussi des graphiques climatiques que je vais vous présenter. Aussi les attentes de la communauté. Je sais qu'ERA5, c'est un nouveau produit. De ce que j'avais comme écho, on en parlait plus qu'on parlait de CFSR. Donc, des éléments comme ça rentrent aussi dans la sélection. Donc, des graphiques là, dans toute l'information préalable aux sections de cartes. On a une section là, sur l'information en climat de référence. En fait, pour chacune des 6 stations, on a une page dédiée à chacune des 6 stations où on présente d'abord un tableau comme ce que vous voyez à gauche. On compare l'information en station pour chacun des mois à l'information pour ERA5 et CFSR. Fait que l'usager ou le lecteur en fait, de l'Atlas peut vraiment voir là, la comparaison et apprécier un peu dans le détail à quel point un certain produit représente ou ne représente pas la station qui, elle, nous donne une information ponctuelle alors que les réanalyses donnent une information sur une tuile un peu plus large. Donc, ça a été des éléments à communiquer aussi. Donc, on a regardé la température minimale du jour, température maximale atteinte dans la journée, les cumuls de précipitations. Et la même information est mise sur un graphique comme ça. Donc, il y en a un par ville. Fait qu'on peut voir un peu les différences. Pour la station Savet, on voit bien à l'œil qu'ERA5 était une meilleure représentation de ce qu'on a à la station comparativement à CFSR. Et en faisant bon, vous voyez ici sur la droite encore le type de schéma qu'on a utilisé pour décrire ce que j'ai appelé le graphique climatique. Donc, chaque élément d'information est
est décrit là, avec le plus de détails possible, là, sans trop non plus inonder. Et en regardant de façon globale, là, autant pour ce qui est de l'altitude que Tmin, Tmax, PPR aux stations, ben, c'est RA5 là, qui ressort le plus souvent comme ayant la meilleure adéquation avec les données de station. Il y a l'exception à Cotonou parce que Cotonou tombe dans un point de terre dans CFSR, mais dans un point de mer à RA5. À certains égards, là, comment je dirais ça, c'est pas représentatif du côté de CFSR, mais pour ce qui est de ça spécifiquement, là, Tmin, Tmax, la métrique statistique qu'on utilisait là, pour comparer les climats à la station faisait ressortir CFSR comme étant meilleur. En fait, RA5 a une limite. Donc, mais globalement, c'était RA5. C'est un petit échantillonnage que de regarder à 6 points sur les 200 quelques tuiles qui couvrent la grille. Mais ceci, en combinaison avec d'autres critères d'évaluation, nous ont convaincus que c'était RA5 qu'il fallait prendre. Maintenant, bon, là, je vous ai parlé du climat de référence, puis des différentes notions méthodologiques là, impliquées dans le choix d'un climat de référence pour faire un atlas. Maintenant, bon, on vient le temps de parler du futur. Là, il faut prendre des simulations climatiques. On est allé assez directement sur l'ensemble Cordex Afrique. La raison numéro 1, c'est que la résolution, c'est peut-être l'ensemble la meilleure résolution qu'on a. Cet ensemble-là est étudié depuis 2012-2013, peut-être qu'il y a des publications dessus, donc c'est connu. Et puis, il y a maintenant une assez bonne couverture de l'incertitude parce qu'il y a une matrice de combinaison là, des modèles régionaux, qui sont ceux qui ont la résolution de 50 km, avec des modèles globaux qui les pilotent. Bon, pour ceux qui sont familiers avec ça, ça nous fait des combinaisons des paires de modèles. Et il y en a assez maintenant pour pouvoir dire qu'on a une couverture intéressante de l'incertitude. C'est sûr on a 46 simulations ici. On pourrait avoir un ensemble plus large au-dessus de 100 simulations, mais on pense que c'était raisonnable comme couverture de l'incertitude. Les scénarios d'émission, bon, je ne rentre pas dans le détail là, de tous les identifiants des simulations, on en a 46 et puis c'est des modèles régionaux et globaux connus là, par la communauté. Une contrainte qu'on s'est mise, c'est un membre par paire, modèle régional, modèle global. Et puis, l'ensemble mélange les différents RCP, donc les scénarios d'émission. Vous verrez, là, je reviendrai sur le vocabulaire que j'ai mis ici sur les scénarios d'émission dans une optique de vulgarisation. On a 10 simulations du RCP 2.6, 18 du RCP 4.5 et 18 du RCP 8.5. Ça a suscité des questions pour qu'on mélange tout et je reviendrai après. La réponse au questionnement par rapport à ça, c'est que l'interprétation vient avec les graphiques au final, donc j'y reviendrai. Donc, c'est ça notre ensemble, 46 simulations. Donc, avant d'arriver aux cartes, je vais décrire un petit peu les scénarios qui sont derrière les cartes. Qu'est-ce qu'ils représentent? Peut-être pas les détails de comment ils sont construits, mais du moins, qu'est-ce qu'ils représentent? Pour chacune des stations, on a une paire de pages comme ça qui nous présentent ces graphiques-là. À gauche, on va montrer un cycle annuel. Ici, là, pour aller un petit peu expliquer c'est quoi. Là, si je prends la première valeur ici, là, à gauche du trait noir, ce serait tous les 1er janvier entre 1981 et 2010, ça m'en fait 30. Dans le produit RA5, je les moyenne. Ça me fait donc ma valeur moyenne pour le 1er janvier. Je fais la même chose pour chacun des 365 jours de l'année. J'obtiens la courbe noire ici, qui est mon cycle annuel moyen dans RA5, qui est choisi pour être mon produit de référence. Je fais la même chose à la station. Donc ici, c'était la tuile qui comprend la station. Et là, je fais la même chose à ma station synoptique. Et puis, pour les 46 scénarios, donc qui sont là après là, avoir ajusté leur biais, pour ceux qui sont familiers avec cette notion-là. Donc, ce ne sont pas les simulations brutes, ce sont les simulations après ajustement de biais. Mais on voit ce que ça donne. Là, les 46 sont empilés l'un sur l'autre en dessous de la courbe noire. Fait on voit que dans le fond, les scénarios sont construits de telle sorte qu'ils partent de l'état de base choisi qui est RA5. Et puis, on voit que s'il y a un écart entre RA5 et un point spécifique à l'intérieur de la tuile RA5, qui est ici à la station à Boïcon, on voit là, que ça apporte un enjeu d'interprétation et les gens doivent discerner entre ce qui se passe dans un point bien spécifique et ce qui se passe en moyenne sur la grille. Ceci dit, il n'y a pas uniquement la notion de disparité d'échelle qui peut être en cause ici dans la différence. Il y a aussi quand même des biais potentiels. C'est un produit imparfait qu'on a choisi RA5. Ils le sont tous imparfaits, les produits sur grille. Donc, il y a ça dans les raisons de la disparité. Donc, les choses sont montrées de façon transparente pour aider les gens à interpréter
l'information qu'ils ont. Donc, ça ici, c'était pour la variable Tmax là, qui était directement impliquée dans un des indicateurs. Même chose, on montre ici avec Tmax, on va montrer une série temporelle sur le long. Fait qu'on voit qu'on part de notre état de base ici, notre climat de référent ERA5, et ensuite, les scénarios climatiques poursuivre leur évolution là, en suivant la tendance de fond dictée par les modèles climatiques. Donc, on voit ici le paquet, l'ensemble de simulations, comment cet ensemble-là part là, du produit dans lequel il est ancré et ensuite évolue en se réchauffant. Il y a un peu, on voit la divergence un peu. Là. Certaines simulations vont se réchauffer plus, d'autres moins. Donc, l'ensemble, c'est ça que ça montre. Même chose pour les précipitations. On est à Boïcon ici, un cycle, bon, il y a un débat au Bénin, savoir est-ce qu'on est unimodal ou bimodal, mais je ne connais pas les détails, je ne rentre pas, mais on voit le type de cycle annuel qu'on a au Bénin, un petit peu plus de volatilité à la station. À Boïcon, pardon. Et on voit les scénarios en dessous qui représentent quand même assez bien là, la forme générale, la structure du cycle de mousson. Et puis, on voit par contre, quand on regarde sur l'évolution sur le long terme, on sort de l'intra-annuel, on va à l'inter-annuel, on regarde sur le long terme. C'est plus difficile de discerner là, une évolution du paquet de simulations. Mais on y reviendra pour ça plus tard. Maintenant que j'ai tout introduit ça, bon, je vais rentrer dans le cœur de l'affaire, qui sont les cartes. En fait, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, donc je ne peux pas toutes les montrer. Évidemment, j'ai pris un petit échantillon. Bon, je reviens sur les indicateurs. Pour ce qui est de la famille thermique, on avait les températures moyennes, l'amplitude thermique quotidienne, qui est l'écart entre les températures les plus froides, souvent le matin, et les plus chaudes, souvent en fin d'après-midi. Cumul de degrés jour, ça c'est assez spécifique à l'agriculture. Donc, on a un seuil fixé à 30 degrés. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en gros, si dans une année, on a ou un mois, si on a beaucoup de jours qui dépassent 30 degrés et si ces jours-là dépassent le 30 degrés de beaucoup, bien, ça contribue beaucoup au cumul de degrés jour. Donc, c'est un indicateur de la chaleur un peu dans le mois ou dans l'année concernée. On a aussi un indicateur sur le nombre de jours de température extrême. Donc, le seuil utilisé est à 38 degrés. Les seuils sont assez généraux. On n'a pas, bon, si on voulait lier à comment je dirais ça, des phases bien précises là, du développement des plantes, là, la germination, la floraison, les piaisons. Je lis des mots ici là, que je ne connais pas tant que ça, mais que je sais qui sont impliqués dans les calendriers agricoles. Bien, si on voulait lier à ça, si on voulait avoir quelque chose de particulier à chacun de ces phénomènes-là, à chacune de ces phases-là, pour chacune des cultures, ça aurait encore plus démultiplié les cartes. Donc là, on a quelque chose d'assez général qui couvre l'agriculture en général. Donc, c'est à la fois convivial parce que ça réduit le nombre de cartes, mais le fait que c'est général, ça enlève un petit peu il y a un coût sur l'utilité directe, si je peux dire. Bon, un échantillon des cartes ici de changement climatique. Je suis allé directement là, sur l'indice peut-être le plus simple, les températures moyennes. Donc, je vous invite à aller directement sur les cartes. Là. On voit ici, bon, j'ai la même échelle là, pour les changements de 0 à 3,6 degrés. En fait, on parle ici, bon, il y a une partie de zoom qui m'empêche de lire le haut, mais on a de 1981 à 2010. Okay? Ici, ce sont les changements allant de 1981 à 2010 à 2041 2070 et on parle du 10e centile. Donc, c'est-à-dire que pour chacune des cartes, chacun des carreaux, on a 46 scénarios. Donc, on va représenter les changements comme étant les valeurs, en gros, la 5e plus petite jusqu'à la 5e plus grande. Okay? Fait que le 10e centile, c'est une représentation de la 5e plus petite. Fait que ça montre un petit peu l'ordre de grandeur des scénarios dans lesquels le réchauffement est le moins important. Et cet ordre de grandeur-là, c'est à travers les mois et à travers pour l'annuel aussi, on voit que c'est de l'ordre de 1 degré Celsius. Si on va par contre au 90e centile, donc si on va là, disons, pour chacune des tuiles à la 41e plus petite valeur ou à la 5e plus grande, bien, on voit qu'on est plus de l'ordre de 2,5, 3 degrés. Fait que ça nous donne, en comparant les cartes comme ça nous donne un intervalle qui va de plus 1 à plus 3 degrés comme étant l'ordre de grandeur des changements climatiques du réchauffement attendu au Bénin entre les deux périodes qui sont ici montrées. Donc, la même chose est faite pour les autres indices et puis on a une deuxième période. Vous voyez toute la démultiplication des cartes. Je ne les présente pas toutes ici.
En faisant l'Atlas, une chose qu'on se rendait compte, c'est qu'on ne pouvait pas, en considérant ce qu'on avait comme produit de base, produit sur grille, en considérant ce qu'on avait comme simulation et en considérant ce qu'on pouvait faire avec la technique d'ajustement de billets. Donc, il y a des billets, il faut les traiter, il y a des décisions à prendre. Donc, en considérant tout ça, on ne pouvait pas affirmer, dans le fond, qu'on ne pouvait pas dire qu'on présente c'est pas toute l'information qu'on pouvait présenter avec un niveau de confiance ou de crédibilité élevé. On est intrinsèquement limité là, par ce qu'on a. Et puis, ben, on s'est dit que ce serait bon, c'est ça, de un peu ventiler les niveaux de confiance parce que ce n'est pas chaque indice pour lequel on est aussi confiant dans les résultats. Je veux dire ici que le niveau de confiance qu'on a, qui a été construit, ben, d'un, c'est subjectif et ce n'est pas une échelle, là, c'est volontairement différent des échelles d'évaluation du GIEC. J'aurais peut-être dû l'appeler niveau de crédibilité au lieu de niveau de confiance, juste pour éviter le truc. Si c'était à refaire cet élément-là, je le changerais. Mais disons, au GIEC, on travaille avec bon, des notions strength of evidence, degree of agreement, confident et la vraisemblance, likelihood. Donc, ce n'est pas du tout la même échelle, là. Je tiens à le dire. Ce n'est pas une tentative de reprendre ce genre d'échelle-là qui est vraiment pertinente à une étape, à une échelle méta-analyse. Là, c'est une analyse seulement. Donc, je ne reprends pas l'échelle du GIEC. Et puis, l'échelle ici, on voit que ce n'est pas toujours l'eau, comme ce qu'on voit, ce que j'ai présenté sur une des premières diapos où je parlais là, des résultats du GIEC. C'est parce que j'ai un peu extrait la notion du degré de consensus. Donc ici, l'échelle, ça représente vraiment, c'est d'un point de vue de l'ajustement de biais, c'est d'un point de vue très concret là, des techniques de scénarisation climatique. Le degré de consensus, c'est un truc qui est gardé à part, mais si on le combinait, ben, on retomberait sur la même évaluation si on voulait retomber sur l'échelle du GIEC en combinant la notion de niveau de confiance avec la notion de degré de consensus, on tomberait dans le même vocabulaire que ce qu'avait le GIEC. C'est juste que j'ai explicité quelque chose ici. Donc, on voit malheureusement que pour les jours de température extrême, c'est un peu faible le niveau de crédibilité. Pourquoi? Parce que notre produit de base RA5, en certains lieux, surtout à Cotonou et à Natitingou, dans un premier cas à cause du découpage côtier, dans l'autre à cause de peut-être probablement à cause de la représentation des collines dans cette zone-là qui n'est pas aussi, peut-être pas aussi bonne qu'on voudrait avec ERA5, mais ça fait en sorte que les Tmax ne sont pas comme ce qui est observé en station et compte tenu qu'on voit des raisons évidentes à ça. Puis on est obligé de mettre un indicateur un petit peu plus faible sur un niveau de confiance, pardon, un petit peu plus faible sur cet indicateur-là. Au niveau des indices pluviométriques, bon, ça tourne beaucoup autour, on a 4 indices autour de la saison des pluies, le début, la fin, la durée, le nombre de séquences sèches pendant celle-ci. Je vais dire ici, j'ai utilisé les définitions de Météo Bénin, mais Météo Bénin distingue entre l'extrême sud et le reste au niveau des dates à partir desquelles la saison des pluies peut démarrer. Vu qu'on travaillait sur carte, ben là, on voulait avoir une seule définition uniforme. Donc, on a pris celle du 1er février, qui est celle du sud pour ce qui est du début de la saison des pluies, alors qu'il y a certaines zones pour le reste du pays, en fait, Météo Bénin va utiliser le 15 mars, je crois, de mémoire. Mais ça ne changeait rien parce que, pour ce qui est du début, du moins, parce que même si on permet à l'algorithme, dès le 1er février, de détecter un début de saison des pluies dans le nord, en fait, il n'en détecte pas. Donc, ça ne changeait rien. Ça retombe directement sur la définition de Météo Bénin. Mais pour ce qui est de la fin de la saison, à cause de l'enjeu d'une petite saison des pluies distincte au sud, là, par contre, les résultats sont moins bons. C'était plus difficile, là, les résultats au niveau de l'algorithme. Donc, je tenais à dire ça. Il y a aussi un indice, l'indice P6 de concentration des précipitations. On ne l'a pas ici au Québec. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un travailler avec ça. Donc, c'est un indice qui me semble être spécifique à l'Afrique de l'Ouest, qui révèle un peu là, à quel point on a de l'irrégularité à travers l'année dans la tombée des précipitations. Donc, ici, je vous présente un petit échantillon des cartes de la section pluviométrique. Donc, je vais sur l'indice peut-être le plus simple, le cumul annuel des précipitations. On voit que c'est présenté, là, c'est toujours le format double page à gauche avec annuel, sur la page droite, la mosaïque de petites cartes mensuelles.
Et puis, ce qu'on a ici, on est au 10e centile, toujours les changements de 1981-2010 à 2041-2070, 10e centile, donc la simulation là, qui représente là, les changements les plus faibles, disons. Et on voit que c'est négatif, c'est-à-dire le bas de la distribution des 46 valeurs est dans le négatif, c'est-à-dire qu'il y a une partie des simulations qui suggère qu'on se dirigerait vers moins de précipitations, du moins les cumuls. Ça ne dit rien là, sur les extrêmes, c'est surtout, ça dit quoi sur les cumuls. Et si on va au 90e centile, ben là, on a quelque chose de positif. Donc, en gros, ça va, là, dépendamment des mois, de moins 150 à plus 200 en termes de cumul annuel. Fait qu'on voit, dans le fond, que puisqu'on a les 46 scénarios qui s'étalent de part et d'autre du changement zéro, là, ben, ça montre qu'on n'a pas de consensus sur le signe. Donc, en plus d'avoir quand même certaines difficultés techniques de représentation de la mousson, et j'y arriverai, et certains problèmes aussi au niveau de la capacité à bien identifier les débuts et fins de saison des pluies. En plus de ça, il n'y a pas de consensus sur le signe. Donc, quand c'est rendu le temps de dire est-ce qu'il va y avoir une augmentation ou une baisse des précipitations, bien, on est dans une grande incertitude, en fait. Donc, vous voyez ici les niveaux de confiance associés aux différents indices. Il y a toujours l'explication technique à côté, c'est immensément technique, en fait, je dois dire, mais j'ai un peu concentré ce qui était technique là et c'est présenté comme tel, l'explication technique, donc ça peut faire peur à quelqu'un qui se lance dans cette lecture-là, mais je crois que c'est nécessaire pour justifier les niveaux de confiance qui sont présentés ici. Vous voyez ici de l'application de l'algorithme de détection de la saison des pluies. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais juste pour dire que c'est quelque chose qui est présenté dans l'Atlas. Ici, on a un bon accord. Vous voyez la largeur de la bande rouge qui dit ce qu'on a en station et la largeur de la bande grise qui révèle ce que l'algorithme dit si on l'applique sur ERA5. Il y a quand même un bon accord parce qu'il y a dans beaucoup de cas, l'accord est beaucoup moins bon que ça. J'ai choisi un peu au hasard et je suis tombé sur quelque chose qui était bon. Là. Je ne pas, je cache pas le fait qu'il y a des cas où c'est beaucoup moins bon que ça. C'est une limitation à laquelle on fait face. Et puis, c'est que l'algorithme est tellement sensible il prend des bandes de 10 jours et tu peux avoir une valeur unique qui vient complètement qui vient complètement changer le début ou la fin. Donc, c'est très sensible à des détails et c'est ça qui était embêtant ici. Donc, technique d'ajustement de biais, je vais aller vite ici parce que c'est très technique. On est dans les sections qui sont après. Je voulais montrer un petit peu qu'est-ce que ça nous donne. C'est le même type de graphique que ce qu'on avait précédemment, mais là, on voit ajouter en vert les cycles des simulations initiales avant le biais. Donc, ça communique ici quand même une certaine nécessité de faire de l'ajustement de biais. Ça montre aussi que des fois, oui, il peut y avoir de l'incertitude entre le produit de référence choisi et ce qu'on a une station là, qui est à un point spécifique, mais des fois, la différence est quand même petite par rapport à ce qu'on a comme différence initiale entre une simulation et n'importe quel des deux produits en fait, là, de référence. On a pris évidemment celui sur grille parce qu'on présente un atlas sur grille. Un cas ici pour Candy, là, on voit un cas où il y a un très bon accord entre ERA5 et la station. Donc, on voit aussi que les simulations ont une très bonne forme de cycle. Donc, l'espèce de cosinus là, est très bien représenté par les simulations. C'est juste qu'il y a des billets pas toujours systématiques, mais dans certains cas quasi systématiques. Donc, c'est ça qu'on corrige. Ça n'enlève rien au fait que la valeur de changement associée à ces simulations-là peut être pertinente pour le vrai monde, même si ces valeurs de changement-là sont dans un monde virtuel, là, un modèle là, qui n'a pas exactement la même physique, la même géographie, la même climatologie que sur la planète. C'est vraiment les valeurs de changement qu'on extrait. Donc voilà. Précipitation. Ici, précipitation, c'est un petit peu plus problématique. On voit, en gros, on voit le phénomène de mousson dans toutes les simulations, c'est-à-dire qu'il y a toujours une grande saison sèche. Donc, quand même, on a le phénomène qui est représenté par les modèles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais si on va dans des cas particuliers, on voit, le cas ici, c'est très bien, un peu presque bimodal. Et puis, c'est juste une question là, d'avoir en vert, ça donne la simulation. Puis en gris, c'est notre produit de référence, ERA5. On voit qu'ici, l'enjeu, c'est juste que la saison des pluies démarre trop tôt, finit trop tard et l'ajustement de biais travaille bien là-dessus, c'est correct. D'autres cas, on a une bimodalité, mais un petit peu mal placée dans l'année et puis des précipitations beaucoup trop fortes, 2 à 3 fois plus fortes en termes de cumul annuel. Et des fois, on a vraiment des difficultés plus majeures parce que, par exemple, on peut voir qu'on a une bonne représentation envers
de la grande saison des pluies, mais il y a juste une absence complète de petite saison des pluies et l'ajustement de biais ne peut pas compenser pour ça. Fait qu'on a parfois là, 3 ou 4 simulations là, dont il fallait se méfier un petit peu des valeurs de delta qui sortaient de là, des valeurs de changement et faire un petit peu des procédures là, pour essayer de contenir ces problèmes. Donc, tout ça était contenu. Candy, donc une autre représentation ici. Je vais aller à l'incertitude directement. Je vous montre ici. Bon, c'est compliqué, les graphiques d'incertitude. Il y en avait une tantôt dans la présentation de notre premier conférencier. Donc, c'est un peu le même type d'information, mais juste présenté différemment ici. Vous voyez là, toute l'information. C'est beaucoup d'informations qui doivent être mises autour de ce genre de graphique-là. Pour l'expliquer, je vais aller directement sur cette diapo ici où je vais expliquer plus dans le détail. En fait, on a 46 simulations. Donc, cette représentation-là consiste à, pour chaque point représente une simulation. Mais on peut montrer le changement en termes de température qui surgit dans cette simulation-là, le changement en termes de précipitation, et puis on peut chercher ici, on peut jouer à aller chercher les dixièmes et les 90e centiles, et on voit que quand on va chercher en termes de changement des températures pour le long terme, quand on va chercher le dixième centile, là, ça représente normalement RCP 8.5, RCP 2.6, pardon. Fait que donc, oui, on mélange dans un même ensemble du RCP 2.6, qui sont forçage faible, souvent perçus comme étant utopiques comme scénario là, vers lequel l'humanité pourrait se diriger. Oui, on le mélange avec RCP 8.5, mais on a clairement de montrer dans notre classe que, en fait, quand on a des changements pour le dixième percentile, ça concerne le RCP 2.6, ça concerne essentiellement le RCP 2.6, prédominamment le 2.6, et quand on parle du 90e centile, ça concerne prédominamment le RCP 8.5, qui est un scénario là, à forçage plus élevé, souvent perçu comme pessimiste. Donc, l'interprétation est guidée ici. En termes de précipitation, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'association claire entre un certain centile et un scénario de forçage. Et puis, dans la formation, surtout, on avait beaucoup insisté là, sur la capacité à faire le lien entre ce type de graphique-là et les cartes, parce qu'il y a un lien, en fait. Donc, on avait fait des exercices là, pour essayer de... autant ça sert à valider un peu la cohérence entre les différentes façons de présenter l'information dans la classe. Et puis, en même temps, si on fait l'exercice, ça renforce la capacité à vraiment comprendre l'information en faisant les liens d'un à l'autre. Donc, c'est ça que ça donne. Patrick, Oui. juste ton information est à 11h47, donc peut-être OK. quelques minutes là, pour aller vers la Merci. conclusion. Donc, je ne m'étends pas davantage merci Alain. Je ne m'étends pas davantage là-dessus. Je vais directement aller à la formation, donc les retombées de façon plus large. J'ai eu une formation qui a suivi la confection de l'Atlas. Donc, c'est Ouranos, mais moi-même, en fait, qui a formé les intervenants du 18-19 octobre. Les intervenants étaient Médard Noupo Agbazo, Édouard Akpinfa, d'Oxfam au Bénin, Joseph Bessou de Météo Bénin, Paul César Gnanglé, pardon si je ne prononce pas exactement bien les noms, je ne suis pas familier, de l'INRAB. Donc, ces intervenants-là, ensuite, ont formé les participants. Donc, la raison, on a une petite perturbation liée à la pandémie, évidemment. Donc, c'était prévu qu'il y ait une mission qu'on aille sur place, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, les intervenants se sont chargés de la tâche ensuite de former 23 participantes et participants qui venaient vous voyez, je ne vais pas tout nommer, mais les affiliations étaient assez diverses. Là. Météo Bénin, un laboratoire national, des ONG, un institut national, un international, des ministères. Donc, ça représentait là, quand même beaucoup d'institutions clés au Bénin. C'était en deux parties, survol l'interprétation de la classe, approfondissement, ajustement de biais. Approfondissement sur l'ajustement de billets, pardon. Donc, tout ça a été donné sur 3 jours. Donc, vous voyez que les gens ont peut-être été moins bousculés avec le martèlement de concept qu'aujourd'hui, là où je vais très vite. Donc, il y a eu cette formation-là. On a eu un retour après, et puis avec nos propres réflexions, on a pu faire un peu une rétrospective là, de est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a atteint nos objectifs. Je dirais, ce sont mes propres mots ici. Donc, si je retourne sur le premier objectif qui était de faire du matériel quantitatif directement utile dans la prise de décision relative à l'adaptation au changement climatique, dans des filières bien concrètes qui avaient été identifiées par les gens là-bas. Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Bon, je mettrais du jaune ici. Là, la connotation du jaune est connue. Donc, on a eu des indicateurs qui étaient inspirés des pratiques agricoles, mais en faisant l'atlas avec ces indicateurs-là,
Et en voulant justifier les choses, le constat, c'est que le résultat final, il est davantage climatique qu'agroclimatique et ça nous a même conduit à un certain point à prendre une décision parce que le titre initial devait être agroclimatique, mais si on l'avait laissé, ça représentait plus ou moins bien le contenu. Fait que par souci de cohérence entre le titre et le contenu, on l'a renommé climatique. Donc ici, l'objectif n'est pas parfaitement atteint. On n'est pas allé aussi loin qu'on aurait souhaité dans vraiment l'information directement utilisable pour les filières. Pour ce qui est du deuxième objectif, les défis méthodologiques, les illustrer, les communiquer, c'est sûr qu'il y a toujours un défi en scénarisation climatique. Il y a un défi de technicité inévitable. Dans le sens, c'est technique, c'est dans la nature des choses. Il y a un moment donné, il y a une limite à la vulgarisation où est-ce qu'on peut aller. Fait qu'on ne peut pas s'en sortir vraiment. Mais malgré ce défi-là, je pense qu'on a, autant moi-même que les intervenants, on a bien, je pense, cerné c'était quoi les notions qu'il fallait communiquer. Et puis, je pense que l'Atlas a suscité des échanges, en tout cas pour ceux que j'ai pu voir, autant par écrit qu'à l'oral. J'ai été là une petite partie du temps. En fait, j'ai eu une intervention lors de la formation. Et puis, c'était du haut niveau scientifique. Là. Puis, moi, je suis convaincu que ça a renforcé les capacités en scénarisation climatique sur place. Donc, l'expertise d'Ouranos à cet égard a percolé, je pense. Diffusion. Donc, il y a 100 copies imprimées qui ont été faites format livre. Il y en a déjà 80 qui ont été distribuées au sein de certaines institutions. Il est prévu, je ne sais pas si ça a été si c'est fait jusqu'ici, mais il est prévu que l'Atlas, en version électronique, soit hébergé sur les sites des partenaires, Edith, Claudel, Météo Bénin. Il y a eu des documents dérivés ici aussi. Ça, en fait, c'est un peu basé sur le constat qu'on n'est pas allé aussi loin, on n'est pas allé, que la thématique était davantage climatique avec la classe que agroclimatique. Bon, je suis évidemment pas le seul à l'avoir fait. Et les gens ont réagi là-bas, se sont adaptés en faisant des documents dérivés qui ont été jusqu'ici distribués jusqu'à 275 personnes et plus. Une fiche synthèse qui vulgarise le tout. Une plaquette aussi, le vocabulaire utilisé là-bas. Ici, on dirait plus un dépliant de 4 pages qui fait le pont là, entre l'atlas climatique, qui est resté quand même climatique, et les pratiques d'adaptation plus concrètes. Ça, c'est bien parce que c'est une adaptation à l'intérieur même du projet. Donc, les gens ont pris le relais et ont fait ce qu'il fallait pour que l'atlas aboutisse vraiment, l'information de l'Atlas aboutisse chez les producteurs et tout. Donc, ça, c'est vraiment bien. Fait que je vais m'arrêter là en laissant les constats principaux là, que les gens pourront lire pendant que je laisse la parole à Alain. Merci, merci Patrick pour l'excellente présentation. C'est vrai que la présentation avait des aspects techniques là, par rapport à la production de cartes, puis tu as bien raison de dire que c'est un peu inévitable, ça fait partie de la science, c'est ça. Puis en fait, il y a eu plusieurs questions, en fait, il y a eu au moins une question qui est justement rapport aux questions techniques, ce qui rappelle qu'il faut faire clairement la bonne science implique des aspects techniques importants. Mais j'aime aussi, personnellement, j'ai aussi beaucoup aimé ta dernière slide là, sur une analyse quand même assez froide là, de l'analyse des retombées, etc. Je pense que souvent dans les projets, on ne le fait pas assez, puis comme tu l'as fait là, c'est vraiment intéressant. Il y avait une question, en fait, il y avait un signalement d'intérêt pour dire que si jamais Ouranos faisait ce genre de produit-là pour d'autres pays, il y a des gens intéressés, ce qui m'amène peut-être avec le fait sur la disponibilité de la classe. Donc là, toi, ce que tu dis, c'est que tu n'es pas tout à fait au fait présentement si quelqu'un ici dans la salle voudrait aller downloader l'Atlas ou aller le consulter. Tu n'es pas sûr si c'est disponible, c'est ça? Effectivement, je pourrais peut-être, je sais qu'il y a des gens, je sais qu'Edouard est là en ligne, je sais qu'il y a des gens, peut-être que des gens du Bénin voudraient parler à cet égard ou pas, là, c'est pas de pression pour parler non plus, mais pour ce que j'en sais, c'est que c'était prévu qu'il soit diffusé par les partenaires locaux, mais je ne sais pas c'est quoi l'état des choses actuelles là, parfaitement, je n'ai pas d'informations. Mais je vais peut-être, juste avant de laisser la parole à quelqu'un qui pourrait peut-être le signaler, là, je vais peut-être quand même dire que ce que Ouranos pourrait faire là, une fois que c'est rendu disponible, là, peu importe quand ça va être rendu disponible, c'est peut-être dans la prochaine infolette d'Ouranos, on a toujours une petite section sur les nouvelles ressources et donc on pourrait l'inclure là, comme une nouvelle ressource. Donc les gens qui sont présentement au webinaire là, ben, pourront peut-être juste surveiller l'infolette. On peut aller s'inscrire sur l'infolette en allant sur le site web d'Ouranos. Et puis, aussitôt que ça va être rendu disponible, peu importe si c'est sur le site web d'Ouranos ou le site web d'Oxfam ou de n'importe quelle organisation basée au Bénin, ben, on pourra communiquer l'information. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus d'informations là-dessus dans la salle? Si ce n'est pas le cas, on va passer à une autre question, pas de problème. Oh, je crois qu'Edouard veut parler. Bonjour. Oui, bonjour, on vous Je entend. voudrais
juste dire que la classe est disponible sur le site d'un des partenaires de Oxfam au Bénin, IDID ONG. Donc, si vous tapez IDID, www.idid.org, vous allez voir, sur le site, il y a la classe qui est actuellement disponible. On peut télécharger. OK, bien en fait, on récupérera l'information puis on le mettra effectivement dans l'infolette d'Ouranos comme une ressource là, qui est désormais disponible. Parfait. Il y avait une question qui est un peu plus technique. En fait, si la personne veut poser la question là, autour des produits hybrides, surtout en lien avec les précipitations, et naturellement la question qui revient de plus en plus sur la planification à peut-être utiliser éventuellement les sorties de CIMIP6 pour mettre à jour tout ça. Donc, oui. oui. Bonjour, c'est moi. Désolé, oui, c'est Christophe Laveiss. Donc, je travaille à l'IGE. Je suis chercheur à l'IGE de Grenoble et je travaille actuellement à la Commission européenne sur le développement de services climatiques en Afrique. Donc, très intéressé par vos travaux et merci Patrick, et je ne sais pas si tu t'en souviens, on a, on a passé quelques années ensemble. Oui, je posais, bon, c'est une question qui est toujours un peu récurrente, c'est sur le choix des données. Quand je parle des produits hybrides, c'est notamment les produits Chirps, Thamsat, qui ont des données à la fois sol et satellite pour l'estimation des pluies notamment, parce qu'on sait qu'ERA5 a quelques problèmes. Alors au Bénin, je ne sais pas s'il y a une estimation qui a été faite plus détaillée, mais ERA5, les produits de précipitation ne sont pas réellement des produits de réanalyse, ce sont des prévisions court terme, et donc il y a toujours un petit biais. Et bon, l'éternelle question aussi du CMIP6, c'est des questions un petit peu ouvertes sur un peu votre ouverture à utiliser d'autres produits. Et en fait, à la fin de la présentation, il y a une autre petite question qui est arrivée, peut-être qu'elle est peut-être un petit peu plus intéressante dans le sens où c'est un peu plus ouvert. C'est sur le choix des produits, notamment des produits plus tailorés pour des utilisateurs. Tu as mentionné des anomalies, beaucoup de cartes d'anomalies de différents terciles, quantiles, etc. Par expérience, on a de plus en plus de demandes sur des indicateurs plus spécifiques sur des tendances climatiques, notamment par exemple la fréquence d'événements extrêmes, donc la fréquence de vagues de chaleur, la fréquence de périodes sèches, la fréquence d'inondations, l'intensité de ces inondations, des choses un peu plus tailorées, un peu plus spécifiques et qui pourraient avoir un impact sur les agricultures, sur l'agriculture dans la région concernée. Donc voilà, il y a aussi, je ne sais pas si dans l'Atlas, il y a aussi ce genre d'indicateurs qui sont fournis. Mais voilà, merci pour la présentation en tout cas. Ben, merci pour la question. Puis oui, je me souviens de toi, effectivement, quand tu étais à Montréal. Oui, donc non, les indicateurs, il y en a vraiment juste 12 qui sont les 12 qui ont été listés là, à un certain point de la présentation. Donc, j'aurais aimé qu'on aille dans les extrêmes, mais c'était déjà un gros défi d'aller avec ces 12-là et de voir c'était quoi là, le topo général là, en termes d'indicateurs plus généraux. Mais je suis totalement d'accord avec toi qu'il existe des indicateurs qui auraient pu être utilisés et qui auraient été d'une grande pertinence, effectivement, si c'est le cas. Peut-être même que ça prendrait des atlas dédiés à des indicateurs plus extrêmes parce qu'il y a toute une famille d'indicateurs potentiels. Mais là, ici, pour limiter le nombre de cartes, vu que le document allait être imprimé et tout, et que le projet avait une durée finie, bien sûr, là, donc on s'est limité à 12 indicateurs, mais ceci n'enlève rien à la pertinence des indicateurs que tu as nommés, tout à fait. Pour ce qui est de CMIP6, ben, là, je ne peux pas parler au nom de l'institution parce que souvent, il y a des choix institutionnels, évidemment, à ce niveau-là, mais il y a aussi, évidemment, chaque projet peut avoir ses spécificités. Là, on est à la fin d'un cycle CMIP, donc on a beaucoup de simulations régionales qui ont été faites. Moi, personnellement, si j'ai un ensemble de simulations régionales avec beaucoup plus de détails, c'est sûr que ça va m'intéresser là, au premier chef, surtout si l'incertitude est bien couverte. Là, si on tombe si CMIP6 arrive, souvent un délai entre les globaux qui arrivent et les régionaux après. Donc, c'est sûr que c'était en période où est-ce qu'il y en a un qui est arrivé et pas les régionales, qu'il y a du questionnement. Mais si c'était à refaire, disons que la haute résolution demeurait un critère là, qui serait pour moi absolument primordial là, dans le choix.
J'imagine qu'on peut imaginer que Cordex voudra partir une éventuelle future expérience en redémarrant avec les résultats de Synopsys pour faire de nouveaux Cordex, naturellement. Il y a Gabriel qui posait la question sur qu'est-ce qui motive le choix d'afficher des deltas plutôt que les valeurs absolues. Alors ça, c'est peut-être la première question. Puis la deuxième question que moi, j'ai le goût de te poser, c'est que tu as parlé tout à l'heure d'un genre de produit dérivé qui avait été produit, qui avait été généré par des acteurs probablement plus locaux. Là. Et donc, je me demandais, justement, dans le cadre de la production de ces produits dérivés-là, s'il y avait eu des changements, certains changements que tu avais notés dans la façon de présenter les choses. Tu sais, ça peut même être aussi bête qu'utiliser un code de couleur différent pour faire en sorte que c'est plus lisible ou c'est mieux perçu par les usagers potentiels, etc. Donc bref, deux questions. Là, la première en lien avec, je pense qu'ils sont un peu liés les deux. C'est-à-dire pourquoi avoir utilisé des deltas plutôt que les valeurs absolues. Puis l'autre question, c'est comment les produits dérivés ont pu changer certaines façons de présenter les choses pour que ça soit probablement plus accessible pour les gens. Ouais. Le choix des valeurs absolues aurait pu être fait aussi, effectivement. Sauf que si on présentait les valeurs absolues, pour avoir une idée de combien ça change, ben, c'est parce il faut comparer deux cartes. Donc là, il faut que la personne mette mette le pouce entre les deux pages des valeurs de référence et mettre l'autre pouce dans les pages pour les valeurs futures pour voir c'est quoi la différence. Et le fait aussi que le produit de référence n'est pas un produit parfait, fait en sorte qu'il ne représente pas nécessairement chacun des points de la grille, surtout là où il y a des collines, surtout là où on est côtier. Mais le delta, lui, a quand même des chances de représenter toute la zone. Donc, considérant ça, on a fait le choix d'y aller pour les deltas, mais il y aurait sans doute eu des avantages, effectivement, à y aller avec les valeurs physiques, entre autres pour les dépassements de seuil, si tu vois le nombre de jours bien précis plutôt que le nombre de jours de changement du nombre de jours qui dépasse 38 degrés, bon, peut-être que c'est plus direct comme information. Donc, il y avait des avantages à l'un et à l'autre, en fait. Et la deuxième question, Alain, peux-tu la répéter? Excuse-moi. Donc, c'était En sur passant, les. juste pour dire qu'il est midi et 2, donc en théorie, le webinaire est terminé, mais je pense qu'il y a des gens qui veulent rester ou poser d'autres questions. Je pense qu'il n'y a pas de problème à continuer un petit peu. Donc, la deuxième question, c'est en lien avec l'évolution de l'atlas complet versus les produits dérivés. Est-ce qu'il y a eu des changements importants dans les choix de couleurs, la façon de présenter les légendes, les graphiques, des trucs du genre? OK. Oui, ben en fait, je l'ai vu, j'ai eu accès ce matin même à ces produits dérivés. Je savais quels ils étaient, mais je ne les ai vus que ce matin et je dois dire que c'est vraiment bien. Je les ai juste survolés en finissant en peaufinant quelques détails de ma présentation. Et de ce que j'ai vu, ben, il y a certaines cartes qui sont directement reprises, mais il y a aussi là, il y a beaucoup d'informations, des tableaux qui vont directement là, parler des filières. Fait qu'il y a beaucoup de nouvelles informations. C'est vraiment un pont entre ce qu'on a présenté dans la classe et ce qui va être plus directement pertinent pour des producteurs. Donc, ce qui est très, très technique n'a pas du tout percolé là, dans ces produits de vulgarisation-là. Donc, ajustement de billets, tout ça, c'est pas là. Mais il y a quand même les cartes que j'ai présentées tantôt, des changements. Là, donc, les indicateurs les plus simples, température et précipitation. Je sais de mémoire que température est là. Il y a les deux, puis il est montré là, l'intervalle. Donc, ça peut changer d'aller de plus 1 à plus 3. Donc, cette ordre de grandeur-là, des changements à venir en termes de température, il est directement communiqué. C'est une reprise là, des cartes de l'Atlas. Mais il y a beaucoup d'informations supplémentaires, c'est ça, là, qui sont plus évidemment digestes. Là. Mais c'est un beau produit, je l'ai vu. Je vais le lire là, dès que je vais avoir le temps. Là. Non, ben donc, c'est clairement ces deux types de ressources différents, probablement qui s'adressent à des audiences légèrement différentes, mais tout ça est complémentaire. Exact. Je pense que l'Atlas s'adresse peut-être plus s'adresse beaucoup à la communauté climatologique, hydrologique du pays, à certains décideurs aussi. Mais c'est sûr que si on veut une diffusion large sur le terrain des unions de producteurs, par exemple, là, l'information qui a été faite par Oxfam au Bénin et d'autres partenaires est sans doute plus pertinente. Là. Alors, il y a Trevor, je ne sais pas, Trevor, si tu veux la poser en temps réel, ta question, là, qui est une question technique, modélisation, mais très, très pertinente, surtout si tu habites au mauvais endroit.
Est-ce que ERA5 LAN règle le problème du pixel dans l'océan? Ah, je n'ai pas regardé en fait. Effectivement, ERA5 LAN qui est à meilleure résolution encore. Quand je suis arrivé pour faire le choix, moi, je n'avais jamais travaillé avec ERA5 LAN encore. Fait que j'ai préféré, j'étais allé un petit peu conservateur, j'ai préféré prendre ERA5 que j'avais déjà exploré moi-même et que je savais que d'autres à Uranus avaient exploré. Fait qu'il y avait une confiance qui venait du fait que ça avait servi. L'autre n'avait pas encore servi, donc ça n'a pas été le projet qui a été le premier donc à utiliser ERA5 LAN. C'est un peu conservateur. Peut-être effectivement que ça l'aurait réglé, mais moi, j'attends qu'on voit un peu plus ERA5 LAN. C'est prometteur à 9 km de résolution plutôt que 27. Mais j'ai hâte de voir là, des premières analyses. Là. Je sais que tu en as fait certaines d'ailleurs. Voilà. Ben, merci. Ben, en fait, c'est vrai que si ton point de grille est au-dessus de la mer versus la terre, ça peut faire des sacrées différences. Ah ouais, c'est sûr que ça aurait peut-être aidé. Ouais. Ben, merci beaucoup pour la présentation.